Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 9 de Data Driven Supply Chain. On va encore faire un autre en français parce qu'aujourd'hui, on a des invités spéciaux. On a Kevin Minier qui travaille avec nous à Axia et Benoît de Foxtrot qu'on va interviewer aujourd'hui sur son parcours et sur sa compagnie et sa machine qui est pas mal intéressante. Benoît, bien content de te voir et de t'avoir sur le podcast. Est-ce que tu pourrais juste un peu t'introduire à tout le monde d'où tu viens, c'est quoi ton parcours, puis qu'est-ce que c'est Foxtrot? Yes, salut Maxime, salut Kevin. Bien content d'être sur votre podcast. Moi, c'est Benoît. Je viens de l'Université de Sherbrooke. Donc, en fait, j'ai gradué en génie mécanique il y a à peu près 2 ans de ça. Qu'est-ce qu'on fait ici chez Foxtrot? Dans le fond, c'est des robots de transport de charge lourde. Donc, on vient vraiment remplacer là, tout le système de patins de déplacement avec le lift. On enlève carrément le lift de l'équation. Ça permet aux utilisateurs là, de faire des mouvements beaucoup plus sécuritaires et efficaces dans les usines. Tout ce qui est bougé, presse, outils, machines CNC, toutes les grosses charges là, qui vont jusqu'à 20 tonnes. Fait que c'est un peu ça qu'on fait. On a commencé il y a 4 ans, donc c'était pendant le bac. Donc, c'était un projet de fin de bac à l'Université de Sherbrooke. Puis après ça, c'est devenu une entreprise. Fait que ça fait 2 ans qu'on roule, là, puis on a un produit qu'on vend là, depuis à peu près 1 an et demi. Cool. Puis juste pour savoir, tu sais, Foxtrot, le nom, il vient de où? Ouais, on se fait souvent poser la question, là, puis c'est un peu niaiseux comme réponse que je vais te donner parce que en fait, ça vient du groupe qu'on avait. Donc, le premier groupe qui a travaillé sur ce projet-là, c'est le groupe F. Puis, on a choisi à partir de la lettre F, vu que c'est l'alphabet phonétique, on a dit ça va être l'équipe Foxtrot. Puis, au début, on ne faisait même pas ce produit-là, on faisait carrément autre chose. Vers la fin là, de la session, on est arrivé vers cette idée-là, on a fait un pivot dans le temps. Puis, c'était d'aller faire ce produit-là. Puis, on trouvait plein de parallèles qui étaient cool. Parce que, bon, le foxtrot, c'est une danse. Fait qu'on trouvait un peu que nos robots, ils dansaient. Au départ, on avait plusieurs robots qui communiquaient ensemble et qui pouvaient faire déplacer des charges ensemble. Maintenant, on a une version un peu plus simple, mais c'est encore dans l'idée de faire ça un peu plus tard. Mais c'est ça, le nom est resté parce que c'est catchy. Puis c'est ça, là, finalement, ça part de presque rien, mais finalement, des gens s'en rappellent. On l'a gardé. Ouais, tu sais, j'ai vu la machine aussi, là, puis je sais pas pourquoi, puis le nom, il fitait, parce que c'est à peu près la taille d'un renard, mettons. Puis ça bouge. C'est cool, puis tu as dit que c'était pas ça au début que vous faisiez, puis là que ça fait partie d'un bac. Peux-tu m'expliquer un petit peu, elle vient où l'idée, puis c'est quoi les pivots que vous avez faits jusqu'au produit actuel, là? Ouais, ben là, ça fait quand même un petit bout de temps, puis ça n'a pas duré longtemps là, avant ce pivot-là. Là. C'est qu'en fait, c'était le cours IMC 155, création de produits innovants à l'Université de Sherbrooke. On était, je pense, la deuxième cohorte à faire ce cours-là. Puis on arrive dans ce cours-là, c'est un cours de 6 crédits, fait que c'est quand même assez lourd. On est mixé avec l'école de gestion, fait que c'est tous les étudiants en entrepreneuriat. Ça, c'était bien parce que ça nous faisait voir un autre aspect que juste l'aspect génie. Puis le but de ce cours-là, c'était de faire justement un produit innovant, donc quelque chose qui n'existait pas, puis qu'on pouvait vraiment breveter, qui servait à quelque chose réellement, qui avait une possibilité de faire un plan d'affaires avec. Donc au début, on faisait, je pense, des béquilles. On voulait réinventer la béquille. Là, en cherchant, finalement, tu regardes des brevets et tu te dis, tabarouette, OK, il y a beaucoup de monde qui ont essayé de réinventer la béquille, puis il y a toutes sortes de très bonnes idées qui ne se sont jamais rendues au marché finalement. Mais même là, il y a quand même des bonnes idées qui se sont rendues au marché, puis on s'est rendu compte que finalement, wow, il y a des béquilles très hautes qui existent, puis plein d'alternatives qui sont peut-être un peu moins utilisées. Mais c'est ça. Puis de fil en aiguille, on a eu plusieurs idées. Puis à un moment donné, on manquait d'idées. Fait que on était quand même du monde qui avait fait plusieurs stages. Là. On était rendu à 3 stages chacun. Fait que Charles-Éric, qui est notre président aujourd'hui, il avait juste appelé un ancien contact. Il disait en fait, c'est le président de chez Steam, là, c'est David. Fait qu'il parlait un peu, puis là, il disait, ouais, David, je me souviens, on travaillait ensemble, puis tu avais plein d'idées, puis
Je trouvais que votre équipe, vous avez un bel esprit de travail et tout ça. Il a dit, as-tu une idée pour moi? As-tu un problème que tu aimerais régler? Il a dit, ben, les patins, je trouve que des fois, mes gars, ils forcent, puis c'est pas sécuritaire, puis souvent, c'est improvisé un peu comme façon de travailler. On aimerait ça une version motorisée. Fait que là, oh, parfait, OK, très cool. Fait que là, on fait nos recherches un peu. Ah, ça existe déjà. Bon, fait que là, on a trouvé notre premier compétiteur, ça existe déjà. Puis là, on a commencé à poser plus de questions à des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et on s'est rendu compte qu'il y a un gros problème dans les machines qui existent déjà. De un, elles ne sont pas très connues dans le marché. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà très, très répandu. Mais aussi, c'est beaucoup trop gros comme machine. Ça ne fonctionne pas. Fait qu'on a décidé de faire un concept qui, de un, était omnidirectionnel. C'est-à-dire qu'il y en avait plusieurs qui communiquaient ensemble. Ça, on était les premiers à le faire. Mais aussi une version plus petite. Fait que là, on est arrivé, finalement, on a juste gardé la partie plus petite parce que c'était ça réellement le problème. Puis là, nous voilà aujourd'hui, 4 ans plus tard, avec un produit que c'est exactement ça finalement qu'on fait, c'est le même problème qu'on règle. Moi, par rapport à ça, comme tu as dit, là, présentement, les solutions qui existent, tu as parlé des patins, qui est manuel, là, que chez nous, on déplace notre skidoo avec ça, mettons. Tu as des patins en avant que tu mets avec des roulettes en dessous, là, puis là, tu peux déplacer ton skidoo. Pourquoi tu penses que dans les industries où est-ce que la santé et sécurité au travail est tellement mis de l'avant de plus en plus, pourquoi votre solution ne se retrouve pas, par exemple, moi, quand j'ai vu que vous faisiez, c'était logique que tout le monde, selon moi, devrait avoir ça sur le plancher d'usine. C'est quoi, tu penses, un peu toi, qui vient à l'entrave de l'adoption de solutions de la sorte? C'est quoi un peu les défis que vous retrouvez là, présentement chez Foxtrot? Ben, en fait, c'est que, tu sais, on t'a parlé d'industrie, ça, c'est le client final. La façon que nous autres, ça fonctionne souvent, c'est que tu as un sous-contractant qui va arriver dans ces clients finaux-là. Donc, mettons, chez Pratt ou en tout cas, tous les gros qu'on connaît, là. Puis, ces sous-contractants-là sont super spécialisés dans ce qu'on appelle le rigging ou le déplacement de machine. Puis, tu sais, le déplacement de machine, c'est pas juste les patins, là, on s'entend, il y a toutes sortes d'autres choses autour. Il y a même du camionnage, donc tu peux l'amener sur la route avec des transports spéciaux. Après ça, il y a toute l'histoire des grues. Des fois, il y a des places où est-ce qu'il faut que tu lèves la machine dans différents axes. C'est sûr, eux autres sont spécialisés dans toutes ces opérations-là, donc ils ont beaucoup d'outils avec lesquels ils se servent. Notre outil, ça pourrait être un outil qui se rajoute à leur boîte à outils. Mais ils ont quand même des méthodes depuis longtemps qui fonctionnent comme ça. Puis c'est un milieu qui est assez traditionnel. Fait que c'est un peu pour ça que souvent, c'est des petites entreprises, puis c'est des gens que ça fait longtemps qu'ils font ça comme ça. Puis c'est plus difficile de leur faire adopter des nouvelles solutions. Là, je dis ça, mais il y a quand même d'autres entreprises, comme plusieurs de nos clients, qu'eux, ils veulent innover, puis c'est eux autres qui vont adopter la technologie en premier. Puis comme de fait, ils adorent ça. Puis même le client final, il trouve ça vraiment cool. Il voit ça arriver dans son usine. Il voit que, waouh, il y a un robot finalement qui déplace ma machine. Il voit que c'est plus efficace, que c'est plus sécuritaire, que c'est fait de manière plus professionnelle. Puis là, il dit, OK, ben le prochain, c'est toi qui vas venir dépasser ma machine. Je n'appellerai même pas les autres. Puis après ça, ben, il commence à exiger cette technologie-là. Mais est-ce que ça va venir du déplaceur de machine lui-même, le rigger? Probablement pas. T'sais. À part ceux que, il y en a qui ont vraiment à cœur la santé et sécurité de leur équipe et tout ça, mais c'est peut-être pas un milieu nécessairement qu'il y a ça comme base, là, vraiment, là, au niveau de comment ils travaillent. Là. OK, cool. C'est le statu quo, surtout dans le domaine manufacturier, il est vraiment, vraiment. Oui, puis j'ai l'impression que vous avez un peu la même problématique. Là. Quand vous allez voir des clients, c'est ça qui est le plus difficile. Là. Définitivement, c'est ça aussi que dans mon parcours à moi, puis celui à Kevin qu'on a vu, c'est que oui, il y a des solutions qui existent en there, puis ça se peut que tu as des compétiteurs aussi, mais c'est quasiment des partenaires d'affaires, tu sais. Comment tu peux les voir? Parce que la plus grosse, le plus gros mode que tu as besoin de surmonter, c'est tout le temps le statu quo, c'est tout le temps, genre, j'avais même pas le temps d'adopter quelque chose d'innovant. Il faut juste que j'y aille puis que je fasse ma job, puis ça donne que c'est la manière la plus simple que tu peux faire, tu sais, fax ou peu importe, ou je vais l'amener moi-même, la machine sur mon dos. De ton bord, tu sais, chez Foxtrot, comment vous faites un peu cette transition un petit peu plus technologique avec vos clients ou avec vos prospects? Ça ressemble à quoi, là, que l'éducation que vous faites?
Ben, c'est ça. Je pense que ça passe vraiment par justement les déménageurs de machines parce que c'est eux qui vont dans les différentes industries. C'est eux qui font ça à chaque jour. C'est eux qui utilisent notre produit à chaque jour, même plusieurs équipes, donc plusieurs produits en même temps qui peuvent fonctionner. Fait que oui, c'est eux que ça s'adresse en premier. Puis, tu sais, on veut faire adapter la technologie à plus que juste le déménageur de machines. On aimerait ça que ce soit la nouvelle méthode, tu sais, complètement révolutionner la façon qu'on transporte des machines. On aimerait ça se débarrasser des méthodes dangereuses qui sont les patins ordinaires. Fait que c'est un peu ça la vision, mais c'est sûr que ça passe par les déménageurs de machines. Parce que c'est eux que les gens vont écouter, c'est eux autres les professionnels de ça. C'est eux qui font ça à journée longue aussi. C'est un C'est autre ça. paramètre que j'ai vu dans la transformation technologique, digitale, peu importe, là, c'est que si c'est un pain énorme, mais comme transitionnel, ils vont grincer dedans, mais ils vont le faire. Ils vont pas changer quoi que ce soit. Mais si c'est quelque chose de constant, si tu trouves la personne que son pain ça, est constant, puis tu t'offres une solution qui fait en sorte que c'est fini. En plus, dans votre cas, c'est littéralement dangereux, le statu quo. C'est là que l'adoption est mieux puis que tu arrives à changer un peu le monde autour aussi. Cool, parfait. J'aimerais aussi savoir, ça ressemblait à quoi les steps? Parce que, tu sais, j'ai vu la machine, puis technologiquement, c'est aussi assez complexe, là. C'était quoi vos steps pour la créer, cette machine-là, puis l'imaginer, puis la rendre réalité? Ouais, ben, on a eu quand même la chance d'avoir, on était 13 à travailler là-dessus à l'université. Fait qu'on était pas mal de tête à y penser. Puis je dirais avec les vitesses qu'on a, puis les charges qu'on a, c'est quand même relativement, ben, c'est pas facile, mais tu sais, par calcul, tout se simule assez bien. Fait qu'avant de faire un premier jet, un premier prototype, on avait quand même une bonne idée de qu'est-ce qui allait fonctionner puis qu'est-ce qui allait pas fonctionner. Fait que, tu sais, juste designer cette machine-là sur papier, il y a bien des choses qui ont marché du premier coup. Est-ce qu'on a été chanceux sur des aspects? Sûrement. Mais, tu sais, notre premier prototype était fonctionnel. Fait que, tu sais, c'est quand même bien, puis ça a pris à peu près 1 an à développer avec les moyens du bord, dans le sens que, tu sais, c'est moi qui machinais des morceaux de la pièce. Sinon, après ça, tu avais quelqu'un dans mon équipe qui fabriquait tel autre morceau. Il y a quelqu'un qui soudait. Il y a quelqu'un. Fait que, tu sais, on l'a fait de nos mains, là, le premier prototype. Puis, by the way, je veux faire un gros shout-out au studio de création à l'Université de Sherbrooke. Ils nous ont vraiment aidés. On a eu mon 5e stage, parce qu'il y a 5 stages à l'Université de Sherbrooke, et quand tu fais le génie en coop. Puis notre 5e stage, on a pu le faire au studio de création en pleine pandémie. C'était l'été juste avec la pandémie. Fait que ça a été super cool. On a eu juste 3 personnes dans notre équipe qui ont décidé de faire ce stage-là. Fait que ça a été super efficace parce que mon 5e stage, j'ai pu le mettre à peu près 700-800 heures à juste faire du projet. Fait que ça a vraiment aidé à propulser l'entreprise plus tard. Puis on avait le studio pour nous-mêmes. Fait que c'est des machines de rêve là, qu'on avait. Une CNC, après ça, on avait les tours, on avait les machines pour souder. Fait que c'est sûr que sans ça, on n'aurait jamais pu faire notre premier prototype. On a même pu le tester dans la faculté de génie civil parce qu'eux autres, ils ont des grosses presses hydrauliques. Fait qu'il y a plein de tests qu'on a pu faire là-dessus. Fait que oui, l'université nous a vraiment aidé à pouvoir développer ça. Ce qui a fait que quand on a terminé le bac, nous, on avait été chercher plusieurs commandites. Parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne, là, les projets de fin de bac. Tu vas chercher des commanditaires. Fait que juste en disant que tu fais un senior year project à différents suppliers, tu peux avoir, comme nous autres, on a eu Tsubaki qui nous a fourni des chaînes puis toutes sortes de pièces là, pour l'équivalent, je pense, de presque 10 000 $ gratuitement. Il y a plein de projets comme ça qu'on se fait fournir du stock, ce qu'on n'aurait jamais pu faire en tant qu'entreprise. Je pense aux licences SolidWorks. C'est toutes des affaires qui auraient coûté super cher à développer, mais que vu qu'on était à l'université, qu'on avait le statut d'étudiant, ça a vraiment réduit les coûts. Puis quand on a parti l'entreprise, l'entreprise a hérité de ces prototypes-là. Puis day one, on pouvait faire des chantiers, puis se rendre sur les chantiers, puis apprendre des rigueurs. Fait que c'est vraiment pour ça qu'on a pu
partir rapidement puis sortir un premier modèle après à peu près peut-être 6 mois qu'on était incorporé. On a sorti notre premier modèle commercialisé. Wow, ça c'est rapide. Là. Moi, mon premier prototype du software, je peux te dire qu'il n'était pas fonctionnel. Là. Je pense qu'ils ont fait c'est vraiment cool. Je pense que Kevin, tu avais une question? Yes, exact. Écoute, j'ai 3 questions qui ont sorti avec ce segment-là. Là. Benoît, tu me donnes plein d'idées. Mais en gros, là, la première, c'est quoi les défis que vous avez soit vécu ou que présentement vous vivez dans ce qui est de bâtir un produit fini, un hardware là, versus, je suis habitué au software, là, mais le hardware, c'est quoi les défis que vous avez dû comme surmonter dans la vie de Foxtrot? Ben, le gros défi du hardware, puis je pense que tout le monde l'a eu cette année, puis dans l'électronique, ça a été la crise des puces électroniques. Nous, on a eu de la malchance d'en avoir une dans notre produit. Fait qu'il y a des livraisons qu'on a dû retarder à cause de ça. Fait que, on avait un produit fini qui marchait super bien. Puis là, on commence à le vendre. Puis quand ça commence à pogner, qu'on a plusieurs contrats, ben là, paf, on a une pièce qu'on ne reçoit plus. Qu'on a commandé en décembre dernier. On était censé recevoir en 10 semaines. Puis on en commandait, ça arrivait 2 par mois. Là. Puis ça n'arrivait plus. Puis là, rendu au mois de mai, on s'est dit, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il va falloir faire de quoi. Fait qu'on a dû changer de supplier. La seule chose, c'est que c'était nos contrôles de radiofréquence. Là. Fait que, il y a tout l'aspect du e-stop dessus. Fait que c'était quand même compliqué de changer de supplier pour ça. Il a tout fallu redesigner le boîtier électrique. Puis il a fallu négocier avec eux pour avoir un nouveau contrat et tout ça. Finalement, le deuxième supplier il est super cool. Ils font plein de choses pour nous autres. C'est moins cher. Ça s'est tourné un peu en opportunité, je pense. Mais quand même, ça a été un gros défi. Autant au niveau de nos clients, de leur dire, ben oui, ça s'en vient. Là. On avait promis des dates de livraison, puis on n'était pas capable de livrer, puis ça faisait mal, vraiment. Puis en même temps, ben, on ne pouvait pas facturer. Fait que même au niveau des finances, ça avait des impacts. Fait qu'il a fallu qu'on aille chercher du financement à cause de ça. Mais encore une fois, shout-out à BDC, ils nous ont sauvés à cet endroit-là. Fait que là, au moins, on a reçu nos pièces, on a notre design qui est complet, puis on a recommencé à shipper là, au début du mois de septembre. Fait que là, la machine est repartie, mais je te dirais que ça a été pas mal le plus gros défi là, pour question hardware. OK. Peut-être par rapport à ça, comment vous, au niveau du feedback loop, pour ce qui est de, vous avez fait des prototypes, après ça, vous commencez à faire une production, un produit plus fini, j'imagine. Là. Comment ça se passe présentement encore dans la vie de Foxtrot, là, toutes les itérations de produits que vous faites? Ben, en fait, c'est ça, c'est le genre de produit qui coûte quand même cher à faire bien des itérations, là, vu le prix de toutes les pièces, puis vu que c'est de la grosse mécanique. Mais en fait, nous, la stratégie qu'on fait, c'est qu'on a 2 démonstrateurs, puis on les rentabilise au maximum. Nos démonstrateurs, c'est les machines qu'on envoie en location, quand on a des locations à faire ou qu'on a des chantiers à faire, des formations. Fait que, on les utilise dans nos opérations, mais on les utilise aussi pour la R&D. Fait que quand on a une nouvelle pièce, qu'on a quelque chose à essayer et tout ça, on utilise nos démonstrateurs pour essayer ça. Fait que ça réduit vraiment les coûts. Là. Au lieu de faire un prototype complet à chaque fois pour chacune des nouvelles versions, ben, on fait juste tweaker, on change une pièce. Puis on est quand même chanceux parce que nos robots sont rapides. C'est vraiment rapide là, les défaire, les démonter, les remonter. Là, on s'en vient bon aussi. On est des meilleurs mécaniciens. Fait que on change des roues pas mal plus vite qu'au début. Puis on est capable de changer des chaînes, tout ça. Fait que oui, on finit par avoir un espèce de Frankenstein. Puis là, ben, quand on arrive avec un robot qui est trop modifié, ben là, il y a des pièces critiques comme un châssis que là, il faut qu'on fasse réusiner. Là, on va investir un peu plus pour avoir la prochaine version. Mais c'est ça, on fait des itérations sur notre démo. Puis avant de le mettre sur la prochaine version, ben il y a quand même plusieurs itérations qui vont se faire sur le démo avant d'arriver à là. Ah, c'est intéressant, ça me fait penser un peu quand on parle aussi du logiciel. Tu ne vas pas aller faire tes itérations sur sa production, tu vas le faire sur ton interface démo, ben Nightly, peu importe. C'est ça que j'ai pensé, c'était leur interface démo, cette patente-là. C'est cool. Ah, c'est ça. Ah, ben c'est ça, parce que vous autres aussi, j'imagine, vous intégrez des nouvelles fonctions.
puis vous faites des nouvelles choses en live, ben, vous les testez un peu avant, mais j'imagine que vous intégrez des petits bloc par bloc, puis ça s'améliore un petit peu dans le temps. Exact. Cool. C'est fantastique. J'aime bien l'aspect lean puis l'aspect itératif de votre hardware. Ça vraiment, honnêtement, là, ça a l'air d'être quasiment un software que vous êtes en train de développer, là, à quel point c'était rapide, puis à quel point vous y allez itérativement. C'est quoi vraiment vos next steps? Mettons, je sais que c'est une jeune compagnie, mais c'est quoi, mettons, vos objectifs, les next steps que vous voulez accomplir avec Foxtrot? Oui, ben, ce qui s'en vient là, rapidement, c'est en ce moment, on est dans notre première ronde de financement parce qu'on a quand même réussi à bootstrap jusqu'ici. Mais là, on arrive à un point où est-ce qu'on a une nouvelle façon d'approcher notre plan d'affaires. Puis on est rendu au point où est-ce qu'on a besoin d'investissement pour plusieurs raisons. Là, au niveau de l'inventaire, on aimerait ça être pas tout le temps en make to order parce qu'en ce moment, quand on reçoit une commande, on fabrique après. On aimerait mieux avoir des machines en inventaire pour pouvoir les vendre puis un peu raccourcir notre cycle de vente. Fait que c'est ça. Ça va avec un investissement. Je te parle d'un nouveau modèle d'affaires. Dans le fond, on s'est rendu compte que probablement que notre gros marché il est plus dans le secteur locatif. Puis que ce modèle d'affaires-là fonctionnerait quand même assez bien si chacune de nos machines se retrouvait dans les centres de location. On n'aurait pas à gérer toute la logistique de faire bouger des robots d'une place à l'autre. Il y a quand même pas mal de compagnies qui utilisent des patins comme quelques fois par année seulement ou même une fois par année seulement. Donc, pour eux, ce ne serait pas un achat, c'est sûr que ce serait une location. Puis pour scaler, aller vers les États-Unis, mais même la Californie, toute l'Europe, ben, ça passe par les centres de location. Puis pour faire ça, ben, c'est un modèle d'affaires qu'on parle récurrent, fait que ça prend absolument un partage de profit avec les locataires parce on ferait encore de la vente directe, mais quand même beaucoup moins. Le plus gros de notre business, ce serait les locataires aussi. C'est vraiment intéressant comme modèle. C'est vraiment un play de partnership que vous allez de l'avant, puis que ça va, d'après moi, simplifier toute votre logistique aussi, là, si vous êtes capable d'arriver ici, là, parce que vous êtes capable eux, ils vont être capables de chercher plus de clients, puis avec leur network déjà établi. Pas mal cool, ça. On s'est quand même fait pas mal challenger aussi sur tout l'aspect récurrent de notre modèle d'affaires. Dans la vente d'équipements, tous les équipementiers, tu pars ton année financière, tu as un objectif de vendre un certain nombre de machines. Il faut que tes vendeurs aillent sur la route et qu'ils vendent chacune des machines. Puis, c'est vraiment le fun quand ils rentrent dans leurs objectifs, puis ça va bien. Mais l'année d'après, les compteurs, ils repartent à zéro. Puis, si tu as doublé tes objectifs, il faut quand même que tes vendeurs y aillent grinder encore. Puis, c'est quand même difficile comme marché. Fait que ça nous prenait absolument une façon récurrente d'avoir des revenus. Je ne dis pas qu'on va arrêter de faire de la vente directe, mais c'est sûr que d'intégrer une partie récurrente, on n'a pas le choix. Ça va probablement passer par de la récolte de données sur nos robots. Fait que je ne dis pas exactement comment ça va se faire encore, là. Il y a quand même pas mal de choses à figure out encore, mais on risque d'avoir juste pour pouvoir honorer nos garanties puis rassurer les locataires d'aller récolter des données sur nos robots. C'est quelque chose qui va vraiment nous aider dans le futur. Alors, c'est vraiment cool de donner un peu d'IoT là-dessus puis de le mettre un peu plus intelligent. Puis, dernière question, là, c'est quoi, mettons, ta vision Foxtrot de 20 ans? Ça ressemble à quoi le endgame là-dessus? Ben, le endgame, c'est sûr que ça ne s'arrêterait pas juste à. Là, je vous parle beaucoup de la gamme solo, mais nous, en fait, le secteur industriel, on adore ça. C'est pour ça qu'il y a Foxtrot, mais c'est Foxtrot industriel. Fait que la vision, c'est de devenir un équipementier dans tout ce qui est le mobile puis les charges lourdes. Donc, il y a plein d'autres applications pour maintenant, de plus en plus, les usines, ça s'en vient être des usines avec des modules qui bougent un peu partout. Fait que nous, on s'intéresse énormément à ça. Pas nécessairement les AMR et les AGV, parce que c'est quand même un marché qui est crowded, mais je pense qu'on peut aller vraiment chercher notre place dans le plus lourd, puis un peu plus vers l'industrie lourde puis la robotique.
Fait que le endgame, ce serait de devenir un nom de marque. Fait que les gros nous reconnaissent comme étant les spécialistes de tout ce qui est déplacement de charges lourdes dans le milieu industriel. That's it. C'est bon, c'est un bon objectif. Cool. C'était excellent, Benoît. Kevin, as-tu une dernière question pour la fin? Non, moi, c'est correct. Très, 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 très bon. Benoît, honnêtement, plein de belles informations. Puis ça me fascinait justement de voir comment une startup au niveau hardware est faite pour être ce que vous avez réussi à faire dans le milieu manufacturier. On est comme dans le même milieu, mais on a deux approches un peu quand même différentes. Mais vous avez quand même une approche assez, comme Yacine l'a dit, là, comme si vous faisiez un logiciel à la vitesse que vous avez développé votre produit puis que vous l'itérez. C'est fascinant. Vraiment. J'adore ça. Benoît, comment on peut te rejoindre, toi ou Foxtrot? Ouais, je n'étais pas prêt à ça. Ben, vous pouvez m'envoyer un courriel. Mon courriel n'est pas facile à se rappeler parce qu'il est super long. Mais sinon, vous pouvez envoyer un courriel à sales@foxtrotindustriel.ca. Sinon, vous pouvez aller voir notre site web qui est foxtrotindustriel.com. Il y a vraiment toutes les informations dessus. Il y a les informations de contact. Puis tout ce que j'ai dit à l'oral aussi, ça va peut-être mieux transparaître quand on voit des images. Une image vaut 1000 mots. Fait que d'aller surfer sur ce site web-là, là, ça dit pas mal tout qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Foxtrot. Puis justement, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Ça va nous faire plaisir. Là, on a plein de demandes qui arrivent d'un peu partout. On essaie de répondre à toutes. Mais clairement, il y a plein de projets super intéressants dans l'industrie. Puis on aime ça. Même des projets custom. En fait, on en fait plusieurs. Cool, fantastique. Puis je vais ajouter ça dans la description aussi. C'est fantastique. C'est la fin du podcast. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Kevin. Vous pouvez... Merci beaucoup. Puis, vous pouvez subscribe sur Apple, Spotify. Il va aussi avoir une version blog post. Puis, n'hésitez pas à lire la description pour avoir plus d'informations sur Foxtrot et Benoît. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine.